J'ai beau avoir fait 5 ans d'études, je me retrouve quand même à me dire, là il y a plein de choses, je suis passé à côté. L'artiste aura beau te dire, j'ai voulu représenter ceci, cela, t'en auras toujours un qui dira, bon moi je vois un zèbre. Tu vois ? Si les gens savaient le nombre de films qui existent, qu'on connaît depuis toujours et qui sont adaptés de bouquins que personne n'a jamais lus. Le concept des réactions à chaud de films, comme de bonnes annonces, est assez répandu dans le YouTube cinéma au point d'en être le plus populaire. Mais peut-on réaliser une critique complète et constructive d'un film 2 heures après l'avoir vu ? Certains parlent d'une course au premier qui va sortir sa critique sur le film, et derrière d'une course aux vues, au risque de faire une critique vide, plus proche du ressenti personnel. La question est donc la suivante. Quelle est la réalité et la qualité des réactions à chaud selon toi ? Est-ce qu'on peut vraiment faire une critique constructive après avoir vu le film 2 heures après ? Alors j'ai déjà répondu en partie, mais je pense quand même, au bout de 2 heures, c'est possible, mais elle sera jamais totalement pertinente. Évidemment, c'est sûr que si tu bosses si tu y réfléchis pendant 2 heures et si tu y réfléchis pendant 2 mois, ça va pas être la même chose. C'est possible, mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir le bagage. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de l'analyse filmique, il y a des choses qui te paraissent tellement évidentes que ça va venir tout de suite quand tu vas vouloir en parler. Donc, ça peut arriver, mais globalement, non. Vraiment. Et pour le coup, la plupart des gens qui font de la critique à chaud n'en sont pas capables. Et même moi, hein, enfin, je veux dire, j'ai beau avoir fait 5 ans d'études, un peu plus si tu comptes les redoublements, je me retrouve quand même à me dire, là il y a plein de choses, je suis passé à côté. Il y a plein de choses que j'ai pas dites, auxquelles j'avais pensé. Il y a des choses que je revois plus tard. Même j'avais fait sur Creed 2, et quand j'ai revu le film il y a pas longtemps, je me suis dit, putain j'avais dit ça dans ma vidéo, mais en vrai, il y a peut-être une autre manière de l'aborder. Alors que lui, pour le coup, j'avais quand même pris 4-5 jours avant de sortir la vidéo parce que ça me tenait à cœur. Et c'est pour ça que Creed 3, j'attends qu'il sorte en Blu-ray pour le revoir et là, pour le coup, vraiment aller dans l'image. Parce que c'est pas avec. En fait, le problème, c'est pas spécialement d'y réfléchir au bout de 2 heures, mais c'est plutôt le fait de l'avoir vu qu'une fois, par exemple. Parce que tu vas pas capter l'essence de toutes les images. Tu vas pas capter pourquoi il a fait tel truc à tel moment parce que tu étais encore sur la scène précédente dans ton esprit. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est nourrir l'algorithme en fait. Mais combien de temps il faut selon toi pour faire vraiment une critique complète ? Complète, tu n'y arriveras jamais vraiment. Hein. Moi, ma directrice de mémoire, Jessie Martin, tu vois, je sais pas où elle en est aujourd'hui. Mais quand j'étais en master, elle travaillait sur un film qui s'appelle La rivière Fuefuki, qui va te mettre de la peinture dans les films. En fait, si je me rappelle bien, c'est un plexiglas qui mettait devant l'objectif, et juste devant l'objectif. Et en fait, tu te retrouves par exemple avec un nuage peint en bleu, mais juste un coup de trait comme ça, tu vois. Et parfois tu vas avoir du jaune. Mais le jaune, encore quand c'est du bleu sur de l'eau, tu comprends. Quand c'est du jaune qui débarque nulle part, tu comprends pas. Et elle bossait dessus, ça faisait déjà 2 ans je crois qu'elle bossait. Quand je l'ai revue après mon mémoire, elle était encore dessus. Donc, complet, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'en plus de ça, il y a toujours un nouvel angle à prendre. Donc, mais pour avoir vraiment quelque chose qui tient debout, je pense qu'il faut déjà, pour juste une critique, 2-3 jours, juste pour essayer de ressortir
ce qui est intéressant du film, c'est déjà pas mal. De toute façon, il y a certains critiques, presse écrite, c'est 2-3 jours. Hein. Ils ont le film en avant-première, et puis ensuite, faut écrire l'article et passer à autre chose. Mais par contre, pour de l'analyse vraiment type universitaire ou quoi, là je pense déjà qu'il faut partir sur plusieurs mois. Et je te dis, parfois, il y a même des articles que certains regrettent. Moi, comme j'ai bossé sur Stallone, j'étais tombé sur un article dans, je sais plus quelle revue, je crois que c'était Positif, et je suis allé contacter Yannick Dahan, parce que c'était lui qui l'avait écrit. J'ai dit, au fait, je suis tombé sur ton article là, et il m'a dit, ouais, enfin, tu sais, moi à l'époque, il y a des trucs, je suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit depuis. Donc, tu vois, tu peux jamais vraiment conclure un truc. Mais alors, quelle est. En fait, un peu comme la condition humaine, c'est quoi la condition de la critique? Puisque, par conséquent, toi et les autres youtubeurs ciné, vous faites des critiques que vous savez qu'elles ne seront jamais complètes. Puisqu'il faut peut-être plusieurs années. Elles seront toujours incomplètes. Alors, quelle est un peu l'essence de la critique? Quelle est la condition, comme la condition humaine, quelle est la condition de la critique, quoi? Je pense que la critique, au-delà de faire un truc vraiment à 100%, c'est donner des clés, tu vois. Donner des clés à ton lecteur, spectateur, tu vois. Parce que, ok, un avis, j'aime pas, bon, ça veut dire que la personne qui t'aime bien, elle va dire, ah lui, il a pas aimé, je vais pas y aller parce qu'il aime pas. Mais c'est pas ça le plus important. Moi, tu vois, quelqu'un qui va me dire qu'il aime pas un truc que j'aime, mais qui m'explique pourquoi, je vais dire, bordel, son idée, elle est pas con. Bordel, ça c'est... Ah ça, il a pointé un truc là auquel j'avais pas pensé et ça remet en question ce que je pensais du film. Et c'est la critique de l'art de manière générale, tu vois. Donc, oui, les avis, aucun intérêt. La critique, même si elle n'est pas complète, ça va toujours éveiller de l'intérêt. Et la culture, c'est le savoir, tu vois. Donc, tu te nourris de culture, tu te nourris d'une pensée et ça t'éveille aussi tout ton sens critique au-delà de l'art. C'est-à-dire que le sens critique, si tu l'as pour l'art, tu peux très bien l'avoir pour une crise socio-économique, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je vois en tout cas l'éducation à l'art, quoi. Dans la vidéo Le problème du cinéma sur YouTube, GameFocus place un extrait de François Bégodeau qui dit ceci, j'ouvre les guillemets. La difficulté de la critique, c'est d'arriver à produire un discours qui soit autre chose que j'ai été ému, que j'ai pleuré. À ce moment-là, j'ai ri. Il va falloir que je creuse mes émotions, que je comprenne pourquoi ce truc-là m'a provoqué telle émotion. Et là, on peut déplier une critique qui sera intéressante pour autrui. La question est donc, quelle est selon toi une bonne critique? Quelle est la recette de la critique idéale d'un film? J'ai pas de recette spéciale. Par contre... très bonne interview de GameFocus. GameFocus, par exemple, tu vois, ça c'est quelqu'un qui sait traiter les sujets et qui va chercher les bonnes personnes. Alors Bégodeau fait polémique de temps à autre, mais en tout cas, là pour le coup, c'est une chaîne vraiment qui pousse à la réflexion. Donc là-dessus, je suis très content que tu l'aies cité. Voilà, je regarde la caméra, allez voir la vidéo. Je serai toi, je mettrai le lien en description parce qu'elle est vraiment très intéressante. Ah, mais de toute manière, toutes les vidéos que je cite seront mises en description. Et ben voilà, mais c'est très bien. Et sur la recette, la recette, est-ce que... Mais je te dis, encore une fois, la recette, je pense que c'est toujours pareil, pousser à la réflexion. Donc, justement, Bégodeau, quand il dit « j'ai pleuré », machin, évidemment, ça ne sert strictement à rien, il faut aller au-delà de ça. Et à la rigueur, dire « j'ai pleuré », mais expliquer pourquoi, en disant oui tel plan m'a fait pleurer parce que tu comprends, il est tourné de telle manière et que à ce moment-là ça fait référence à tel ou tel élément ou quoi, là pourquoi pas. Je pense que la recette c'est vraiment pousser le spectateur à créer une réflexion sur le pourquoi du comment le critique a apprécié ou non une œuvre. Penses-tu qu'il existe une seule critique qui soit juste et vers laquelle tout le monde doit tendre? Je parle là d'une critique abstraite, pas que quelqu'un ait fait une critique et qu'elle soit juste et que tous les autres n'ont pas le droit de faire une critique. Je parle là vraiment de la critique abstraite qui soit la critique parfaite. Voilà.
Ou bien existe-t-il, selon toi, autant de critiques justes qu'il y a de youtubeurs critiques? Et s'il n'existe qu'une vraie critique, comment l'atteindre? Est-ce que le seul à pouvoir la connaître est uniquement le réalisateur? Puisque au final, quand Durandal s'émerveille derrière le message qu'il analyse à travers un jeu de lumière dans un film, dans ses Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, ce n'est qu'une interprétation, une supposition de ce qu'aurait voulu dire le réalisateur selon lui, avec ce mouvement de caméra ou avec cette lumière-ci. Mais peut-être qu'il se trompe. La richesse d'un film n'est-elle pas dans cette variété d'interprétations que l'on peut en tirer? Oui, je pense qu'il n'y a pas de critique définie. Et même, tu vois, pour avoir bossé sur Stallone, si je l'avais bossé dans les années 80, je pense que j'aurais pu dire que c'était un gros droitard hyper reaganien à fond de balle. Alors qu'en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il n'est pas si reaganien que ça. Certes, la forme est très reaganienne avec des gros muscles rutilants, les gros plans, enfin la mécanique du film d'action reaganien. Mais dans le discours, c'est un peu plus subtil, tu vois. Un Rambo 2 est beaucoup plus subtil qu'on pourrait l'imaginer. Donc, non, il n'y a pas la vérité en elle-même. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise critique, il n'y a pas la critique. Et en plus, moi, comme je t'ai parlé de Jesse Martin avant, moi je viens plus de l'analyse filmique plutôt que de la théorie du cinéma. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a écrit sur tel ou tel film que, en effet, tu te retrouvais avec quelqu'un qui va dire oui, tel film est comme ci, comme ça. Moi, je m'arrête pas à ce qu'a dit le gars il y a 30 ans. Je pars de ce que moi je vois à l'image, et ensuite, je vais aller voir ce qui a été dit à côté. Mais c'est à toi de faire ta propre analyse et de voir après si t'es pas dans la surinterprétation ou quoi. Ça tu peux aussi tomber là-dedans. Donc, non, je pense. Et heureusement qu'il n'y a pas une vérité. Parce que sinon, tu t'emmerderais. Imagine, tu fais un débat sur un film. Et là, tout le monde dit ah ouais, on a décidé que le film était comme ça, puis c'est tout. Fin du débat. Il n'y a plus rien à faire. Donc non, et en plus, je pense que le fait d'avoir une diversité dans la critique, et même dans la manière de la faire, je pense que c'est intéressant parce que c'est là où tu peux confronter des avis et faire évoluer aussi ton propre regard, ta propre analyse. Est-ce que la vision, l'analyse au final du réalisateur lui-même, qui a choisi les cadrages, qui a choisi les lumières et tout, etc., et le message qu'il veut faire passer derrière, est-ce que c'est lui qui a la vraie interprétation? Non. Alors, ça, encore une fois, il y a différents points de vue sur le sujet, mais moi, on m'a appris à dire, une fois que le réal, il a balancé son œuvre, c'est tout. C'est le spectateur, enfin l'analyste ou quoi que ce soit, qui se l'approprie. Et ça se trouve, le réalisateur, il leur a mis des trucs, il s'en sera même pas rendu compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même quand tu parles avec, pour avoir parlé avec certains réals, leur dire, tu sais que ça m'a fait penser à ça et tout, il me dit, ah ouais? Parce que moi, je pensais plutôt à ça, mais c'est vrai que d'un autre côté, le réalisateur dont tu me parles, je le connais bien aussi, donc peut-être que inconsciemment, j'en ai insufflé dans mon film, ou ce genre de choses. Et on m'a toujours appris à ne pas me limiter à ce que dit le réal. Parce que parfois, pareil, il peut te faire de la branlette intellectuelle en disant oui, j'ai fait ci, parce que cela, machin. Et quand tu vois le résultat, tu te fous de ma gueule. Donc, et au contraire, quelqu'un qui va te dire alors, je n'ai pas vu Bac Nord, mais on va prendre l'exemple de Bac Nord. Donc, ça se passe à Marseille, c'est le Dawa, c'est très, très sociétal. C'est Cédric Jiménez qui le réalise, je crois. J'espère que je dis pas de conneries. Vraiment. Corriger au pire. Oui, Sous-titre. Voilà, en sous-titre si je dis des conneries. Et en fait, il y a eu débat. T'as des gens qui disent oh, c'est la réalité du terrain, ça, vraiment. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était de la propagande de gros droitards. Et puis, le réal, il dit je comprends pas pourquoi les gens ils trouvent que ça fait l'apologie des flics et que ça montre la réalité parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire.
Ah, c'est pas ce que t'as voulu faire, mais a priori, les mecs d'extrême droite ont l'air de dire que c'est un film limite documentaire, et les mecs de gauche ont l'air de dire que tu fais la propagande de l'extrême droite. Donc, même si toi, tu t'as pas l'impression de l'avoir fait, ton message a été mal délivré. Donc, tu vois, même si le réalisateur dit « j'ai fait ce film pour telle raison », il peut se tromper. Moi, Clint Eastwood, American Sniper, je remets pas en question. Enfin, Clint Eastwood est un humaniste quand tu vois Gran Torino, etc. Mais quand j'ai vu son Chris Kyle, assez héroïque, tu vois, le logo du Punisher filmé comme un super-héros limite et tout, je me suis dit, ah, est-ce que là il nous ferait pas l'apologie de Chris Kyle en omettant certaines informations comme le fait il avait dit qu'il aurait aimé tuer plus de personnes là-bas. Enfin, tu sens que le mec déconne un peu dans sa tête. Et ça, en dehors du trauma du terrain, il y a juste une scène où il est devant sa télé, écran noir. Et en dehors de ça, c'est beaucoup d'images héroïques. Donc, Clint Eastwood, s'il me dit, et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de lui en parler, mais j'y crois pas trop, tu vois. Mais si le gars nous dit non, mon film est totalement humaniste, comme j'ai pu le faire avec Gran Torino, avec Cry Macho. Non, ton film ne me montre pas ce que tu as voulu me faire passer comme message pour le coup. Mais après, c'est mon interprétation. Il y a des gens dans les commentaires de ma vidéo à l'époque qui m'ont dit bah moi j'ai vu de l'humanisme, n'oublie pas cette scène-là, nani, nanana. C'est des arguments comme les autres. Il y en a certains que j'ai acceptés, d'autres non parce que j'ai pas considéré que l'argument était tangible. Les exemples n'étaient pas assez importants comparé à tout ce que j'avais déroulé. Mais donc oui, ne pas se fier au réalisateur. C'est comme une peinture. Hein. Une peinture, surtout par exemple la peinture abstraite, l'artiste aura beau te dire j'ai voulu représenter ceci, cela, t'en auras toujours un qui dira bon moi je vois un zèbre. Tu vois. Donc oui, non, c'est toujours pareil. Le cinéma, comme n'importe quelle œuvre, c'est à partir du moment où tu as un artiste qui livre une œuvre à son public, je considère qu'elle appartient au public et que c'est à lui d'en faire sa propre interprétation. Et donc le réalisateur devient en fait un membre du public dans un sens. Mais totalement, totalement. Surtout ceux qui sont... Parce que tu vois, évidemment, tu as des réalisateurs qui sont dans leur cocon, qui fréquentent pas en dehors de signer des autographes ou quoi, tu vois. Mais des mecs des réalisateurs avec qui tu vas parler de leur film, bah, ils vont découvrir des nouvelles choses sur leur film qu'ils n'avaient pas vu et eux-mêmes deviennent spectateurs parce que tu leur dis attends, regarde ta scène là, qu'il a beau avoir revu et revu sous toutes les coutures au montage et tout, hein, et à se dire ah, je vois ce que tu veux dire. Et donc lui-même devient en plus impuissant parce qu'il va pas revenir sur son film, sauf si tu t'appelles George Lucas et que tu fais je ne sais combien de remasters sur ton Star Wars, tu vois. Mais à partir du moment où tu délivres une œuvre, tu peux plus y toucher, donc tu n'es plus que spectateur. Je le vois comme ça. Et est-ce que le but d'un réalisateur, puisque au final, est-ce qu'on peut supposer qu'un réalisateur a une interprétation donc de ce qu'il veut, une interprétation qu'il veut imposer dans un sens qu'il veut donner, quand le public ne reçoit pas cette interprétation, est-ce que c'est un échec pour le réalisateur? Ben, tu vois, je reprends l'exemple de Bac Nord, mais Bac Nord. Est-ce qu'on peut considérer que le film est raté? Alors raté sous prétexte que le réalisateur n'a pas réussi à délivrer le message que lui voulait faire à la base, je pense pas. Par contre, la démarche est ratée. Donc le film, il va pas être raté sous prétexte que le message n'est pas délivré, parce qu'il peut être très bon, très bien réalisé et avoir un discours très intéressant avec sa réalisation telle qu'elle est, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'on peut considérer que le message, lui, est raté parce qu'on passe à côté. Donc, je sais pas. Après, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'on peut dire aussi que ça veut dire le gars est un mauvais réalisateur? Parce qu'à partir du moment où tu arrives à faire un film qui peut être bon dans sa réal, dans le discours qu'il va véhiculer, etc., pourquoi pas? Mais si lui n'arrive même pas à délivrer son propre message avec sa réalisation, c'est peut-être qu'il n'est pas doué. Enfin, il n'est pas doué pour avoir un message. Il est doué en tant qu'exécutant. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Parfois tu as des réalisateurs, c'est pas des artistes, c'est des exécutants.
Donc Sainte-Beuve est un auteur et intellectuel du 19e siècle. Cet auteur va émettre une théorie critique qui consiste à dire qu'en fait, pour critiquer une œuvre littéraire, il faut obligatoirement connaître l'auteur, son histoire, ce qui l'a marqué dans sa vie, ce qui l'a influencé notamment. Céline, donc Louis Ferdinand Céline, lui il le formulera ainsi, quand on écrit, il faut mettre sa peau sur la table, autrement dit, il faut mettre sa vie. Est-ce que tu penses qu'il en est de même dans le cinéma et que cette approche critique puisse être et doit être employée également dans la critique des films? Je pense que c'est intéressant de le faire, mais pas spécialement obligatoire. Parce que tu as, par exemple, je prends Kubrick, je connais pas grand chose de sa vie, mais par contre j'arrive à voir ce qui m'insuffle dans son film en fait, tu vois. D'un autre côté, si je prends Stallone, c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qu'il a vécu parce qu'en fait lui projette toute sa vie dans ses personnages. Rocky, c'est juste un miroir de sa propre vie. Donc oui, là pour le coup, si tu veux faire une analyse de Rocky, en tout cas du personnage, il faut que tu ailles analyser la vie du gars. Mais par exemple Kubrick, je suis pas sûr. Tu vois, par exemple, Kubrick se dire, il est de droite, il est de gauche, il est pro-machin, il est anti-machin. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt, surtout qu'en fait, quand tu regardes Orange Mécanique, par exemple, il répond plutôt bien à la question. Le film en lui-même. Je pense pas que tu aies besoin d'aller chercher confirmation que le gars, ce qu'il dit avec Orange Mécanique, c'est sa vie. Parce que sinon, il n'aurait pas décidé de faire ce film-là et de le raconter de cette manière-là. Donc, parfois, oui, selon ton angle. Encore une fois, tu vois, Rocky, je peux très bien l'analyser sans prendre en compte la vie de Stallone. Je peux parler du fait que ce soit un film des années 70, que c'est dans une Philadelphie, donc ville très ouvrière, qui est en perte d'impulsion parce que c'est la crise des années 70 pour les États-Unis, quoi. Et tout ça, je peux très bien te prendre cet angle du prolétariat et du contexte socio-économique sans aller chercher dans quel contexte a écrit Stallone, tu vois. Donc oui et non, tout dépend de l'angle que tu vas aborder. Donc tu penses que l'on peut dissocier le réalisateur du film, comme on peut dissocier l'auteur de son livre? Oui, c'est ce que je te disais par exemple tout à l'heure avec Bac Nord, où encore une fois, on a un gars qui s'étonne que le film fasse cet effet-là, et puis le résultat final. Et tu vois, Jiménez, je suis pas sûr que ce soit nécessairement un gars d'extrême droite ou quoi que ce soit. Juste, il était maladroit sur son film. Et de la même manière, Clint Eastwood est un humaniste républicain. Et le côté républicain, pro-armes et compagnie, a peut-être pris un peu plus le pas sur American Sniper que pourrait le prendre Gran Torino, tu vois. Donc, c'est... Encore une fois, je pense que tout dépend le contexte dans lequel tu vas analyser le film. Dans le domaine des adaptations, un film doit-il être jugé comme indépendant de sa source d'adaptation? Donc, par exemple, les Marvel, justement, on entend souvent les fans des comics qui viennent critiquer que dans le film Marvel, c'est pas comme dans le comics. Où doit-on juger un film d'après l'œuvre dont il se veut l'adaptation? Toujours prendre un film pour ce qu'il est. Jamais, et en plus, si les gens savaient le nombre de films qui existent, qu'on connaît depuis toujours et qui sont adaptés de bouquins que personne n'a jamais lus, parce que par exemple, tu prends Rambo, c'est adapté d'un bouquin, ça tout le monde ne le sait pas. Jurassic Park, le bouquin de Michael Crichton, il est quand même assez différent et beaucoup plus violent que le film de Spielberg, et pourtant le film de Spielberg tout le monde l'adore, tu vois. Par contre, ce qui peut être intéressant, surtout quand on adapte, parce que là j'ai parlé de bouquin, mais quand on adapte un médium de l'image, comme le comics, ce qui est intéressant, c'est ce qu'un réalisateur va faire de l'image. Et tu vois, par exemple, j'ai bossé sur Zack Snyder, quand tu vois ce qu'il fait de Watchmen ou 300, ou n'importe quel film de super-héros, il sait quel support il adapte, et il va aller chercher les mécaniques, le langage de ce médium,
pour le basculer sur le sien. Et on se retrouve avec par exemple, je crois que c'est dans Justice... Non, je dis des conneries, non, autre chose, c'est pas Zack Snyder. Mais quand tu prends par exemple Watchmen, Watchmen là pour le coup c'est du case par case. Mais il y a quelque chose de très comic book, tu vois, dans son générique. Dans son générique, on se retrouve avec le titre qui fait partie intégrante de l'image, avec par exemple, tu vas avoir quelque chose d'écrit, ça va se refléter sur la bagnole. Et en fait, tu as des covers de comics où le personnage va jouer avec le titre. Tu prends des images de comics de She-Hulk, par exemple, elle s'amuse à porter son titre ou à ouvrir la cover. Enfin, tu as des covers de comics qui s'amusent là-dessus. Et en fait, la cover, c'est le début de générique finalement du film, enfin du comics. Et donc là, Snyder, avec Watchmen, son générique, il est en train de te faire une cover, mais en version film. Donc, ce qui est intéressant, au-delà de la fidélité par rapport à l'histoire ou par rapport à je ne sais quoi, c'est plus s'orienter sur « Ok, t'adaptes quelque chose de l'ordre de l'image et qu'est-ce que tu en fais ?» Après, t'es pas obligé. Mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de me dire « Tiens, t'as un gars, alors comme Gus Van Sant, qui fait de l'adaptation de jeux vidéo sans utiliser du jeu vidéo. » Tu prends Elephant et Jerry, ces deux films-là, c'est des films qui utilisent toutes les mécaniques de jeux vidéo, que ce soit le FPS, la vue de dessus à la GTA, c'est des choses que tu retrouves dans Elephant, et pourtant c'est pas du jeu vidéo. Mais lui a décidé d'utiliser les mécaniques de jeux vidéo pour l'insuffler à son film. Et ça c'est malin. Donc imagine-toi que des mecs qui font des adaptations comme Warcraft, Super Mario qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, ben eux ce serait intéressant qu'ils utilisent les mécaniques des jeux qu'ils adaptent. Je prends par exemple Resident Evil, une vue isométrique avec ce principe de tu sais pas ce que tu as derrière le couloir, c'était hyper angoissant pour ce jeu sur PlayStation. Bah non, à la place on a eu un truc de boum boum à l'arrache et tout, ça part dans tous les sens, et du Paul Wes Anderson à fond de balle là, enfin Paul W.S. Anderson. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose comme le jeu, très isométrique, avec tu sais pas ce qui se passe derrière la porte, les temps de chargement justement quand tu ouvres une porte, ça aurait pu être un moment de tension dans un film où genre on prend du temps à ouvrir une poignée. Plein de choses intelligentes comme ça, mais on n'en fait rien. Comme tu l'as dit, Rambo est adapté donc d'un livre. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'au final le cinéma c'est juste des réadaptations d'œuvres déjà créées mais en images? Alors, pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bouquins qui ont été repris, mais depuis toujours. Hein. Le cinéma des premiers temps, 1901, tout ça, tu peux retrouver le bossu de Notre-Dame, des trucs comme ça, tu le retrouves déjà à l'époque. Il y a la petite fille aux allumettes, je crois, ça c'est un truc, tu le vois depuis les tout débuts du cinéma. Et donc, en fait, le cinéma a toujours adapté de la littérature, depuis toujours. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand ouais, encore une énième adaptation d'un truc qui existe déjà, ou alors un énième remake. Putain, les gars, dans les années 10, 20, 30, il y avait des mecs qui allaient, notamment Segundo de Chomon, qui a fait un remake du Voyage sur la Lune de Méliès, tu vois, enfin Voyage dans la Lune. Ils s'amusaient déjà à se copier eux-mêmes, tu vois. C'était déjà du remake à l'époque. On est dans les années 10-20. Donc en fait, des mécaniques de remake, d'adaptation, ça a toujours existé. Mais après, tu as des choses originales. T'as des choses qui ont été inventées exprès pour le cinéma. Et puis, le cinéma, c'est aussi de la technologie. Si je prends James Cameron, le gars, il va faire un truc. À chaque fois qu'il te sort un film, tu as des nouvelles idées de technologie pure. Donc, c'est pas que de la réadaptation, ça se recycle beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le cinéma de base, ça refait déjà le réel. À la base, c'est capter une image, prendre une image qui existe. Et donc en fait, tu te retrouves avec cet art qui est un mode de reproduction et qui de toute façon, comme il est déjà dans ce mouvement-là,
va continuellement faire de la reproduction. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a le principe de found footage, et quand je parle de found footage, je ne parle pas de projet Blair Witch ou quoi, qui sont des films à esthétique found footage. Found footage, ce sont des enregistrements retrouvés, où tu vas t'amuser à utiliser des plans ou des enregistrements qui existent ailleurs pour les insuffler dans ton film. La classe américaine, par exemple, en mode plutôt comique, qui reprend plein de films de la Warner, et qui en fait une histoire autour de George Abitbol qui aurait dit monde de merde avant de mourir, enfin tu vois. Et donc on a ce principe de recyclage depuis toujours, et puis évidemment il y a Campbell avec le mythe, le monomythe. C'est toujours la même histoire, mais racontée différemment. Pas pour tout, mais quand tu prends un blockbuster, en tout cas, c'est toujours le héros, en introduction, le héros qui veut pas trop partir, qui sait pas trop ce qu'il fout là et qui veut pas y aller. Et puis, élément perturbateur, il part à l'aventure, il lui arrive plein de péripéties, et à la fin, il arrive à résoudre le problème. C'est ce que tu vas avoir dans Star Wars, c'est ce que tu vas avoir chez Tolkien, c'est ce que tu vas avoir depuis toujours. Les récits conventionnels, en tout cas, sont faits comme ça. Ainsi, à travers tes réponses, on est plus à même de saisir comment réaliser une critique de cinéma sur YouTube. Maintenant, on va s'intéresser dans cette dernière partie à ce qui semble être le plus fondamental pour un YouTuber de cinéma, c'est-à-dire le cinéma lui-même.